Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre émission Café Mort, qui est maintenant tous les lundis à 21h. Donc chaque lundi, bien sûr, il y aura des rediffusions, mais chaque lundi, nous aurons un invité à 21h, toujours dans le même esprit, mais effectivement, donc un nouvel horaire, un peu le changement de décor, mais léger. Et donc ce soir, nous allons accueillir quelqu'un qui est très engagé, attaché à son pays, qui veut accompagner ce changement. Hakim Tounsi, bonsoir. Bonsoir Akli, merci pour l'invitation. Merci aussi d'avoir accepté. Gentil. Mais Tounsi, on ne pouvait pas être mieux nommé pour s'occuper de la Tunisie. Ah oui. Mais bon, Tounsi, ça veut dire Tunisien, mais il y a des Algériens qui s'appellent Tounsi aussi. Tout à fait. Parce que Tounsi, c'est un surnom. C'est tunisois ou tunisien. Donc, ça veut dire les deux. Les deux. Mais il y a aussi des Meloulis qui sont tunisiens, hein, tu le sais aussi. Donc quand ils rentrent chez eux, on les appelle Tounsi. Et ils perdent leur nom de Melouli, et puis après ils s'appellent Tounsi. C'est ça. C'est ce qui s'est passé pour ma famille, en tout cas, en Tunisie. Ah, ouais, comme quoi je ne savais pas. Alors, c'est qui Hakim Tounsi? T'es né où? T'es de quelle origine? On en a déjà parlé, mais t'as grandi où? T'as fait des études? Enfin voilà un peu. Tu vois, moi je suis tunisien d'origine, donc je suis né en Tunisie, hein, à Kilibia plus précisément, dans le Cap Bon, à la pointe, le prolongement de la péninsule du golfe d'Hammamet qui tend vers l'Europe, vers l'Italie. Donc je suis né à Kilibia. Et j'ai fait mes études secondaires en Tunisie. Je suis arrivé en France en 1977 après le bac pour faire des études supérieures. Donc j'ai fait des études supérieures en économie, donc à Paris 12, et j'ai un DEA en économie. Voilà, donc. Alors tu es économiste, et donc comment un économiste glisse, parce que je sais aussi que tu es dans le tourisme, enfin comment un économiste glisse vers le tourisme, mais avant de parler de la Tunisie et de ton engagement... Oui, alors moi j'ai eu la chance de faire des études en économie et en macroéconomie. Donc c'est encore plus compliqué. Ouais. Donc c'est plus général. C'est plus général. Donc ça donne aussi il y a pas mal d'avantages d'avoir fait macroéconomie, parce que avant de glisser vers le tourisme, j'ai glissé vers la finance, vers la banque. Donc à la fin de mes études, j'ai fait quelques temps de recherche et après je me suis orienté vers la banque et vers la finance. Donc j'ai commencé à travailler en Tunisie, à la Banque nationale de développement touristique. Donc après mes études en France, je suis retourné en Tunisie. Et j'ai travaillé à la Banque nationale de développement touristique, qui était le bras de développement du tourisme de l'État tunisien. C'était une institution semi-publique, à 50% tunisienne, 50% entre la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement, la Caisse de coopération économique. Donc c'était une institution assez intéressante, et qui était chargée de piloter le développement du tourisme en Tunisie. Et c'est à travers cette expérience, qui a duré 5 ans pour moi, entre 1982 et 1987, que j'ai connu le tourisme, donc sur le terrain. J'étais au service crédit de cette banque, donc on faisait des études de projet, pour des études de rentabilité, des études de faisabilité, pour des hôtels, des centres d'animation et d'autres projets comme les golfs, et pas mal de projets touristiques donc en Tunisie. Voilà un petit peu comment je suis arrivé à mettre un pied dans le monde du tourisme. C'est à travers la finance et à travers la banque. Ah, c'est comme quoi, hein, le tourisme, c'est aussi une économie, c'est aussi l'économie d'un pays, parce qu'on va en parler justement pour la Tunisie, c'est un levier économique important. Donc alors, quand tu dis macroéconomie, c'est pas un poisson d'avril, hein, je le dis aux gens, c'est de bon ton de le préciser, non? Tout à fait, tout à fait. Donc c'est macroéconomie, c'est pas un poisson d'avril. Et le tourisme en Tunisie a été un secteur très très important au niveau du développement du pays après l'indépendance. Comme vous le savez, donc la Tunisie n'a pas beaucoup de ressources naturelles. Jusqu'à un certain moment, ils avaient l'autosuffisance en pétrole, mais depuis les années, je crois, 80, la Tunisie est déficitaire en énergie. Et donc le secteur de développement de la Tunisie a toujours été le tertiaire
Il n'y avait pas de possibilité sur l'agriculture, l'industrie, c'était plus difficile. Donc les institutions internationales ont suggéré, ont accompagné la Tunisie dans le développement du secteur tertiaire. Et le tourisme était un bon secteur au niveau du tertiaire pour le développement de la Tunisie, avec ses côtes, donc de 1300 km de côtes, avec environ 800 km de plage. Et donc, vu la demande qu'il y avait au niveau des loisirs, après les années 68, après toutes les révolutions de la jeunesse, et puis l'émancipation de la femme, l'après-guerre, donc les gens, ils avaient besoin de loisirs, ils avaient besoin de visiter, de sortir. Et la Tunisie a été un pays pionnier autour du bassin méditerranéen, après la Grèce et l'Espagne, à s'ouvrir au tourisme et accueillir ces gens qui avaient besoin de connaître autre chose, d'autres cultures et voilà, d'autres vies. C'est intéressant de discuter. Ça représente quoi, grosso modo, le budget du tourisme dans le budget tunisien? Alors, en pourcentage? La Tunisie est partie d'abord, on va dire sérieusement, à compter du début des années 70 dans l'investissement dans le tourisme. Et l'investissement s'est arrêté environ au début des années 90. Et la Tunisie a 240 000 lits. 850 hôtels classés, sans parler des petits hôtels qui ne sont pas classés. Et ça représente le secteur en lui-même en direct 7% du PIB en Tunisie. Mais sachant que le tourisme, comme je disais tout à l'heure, est un secteur surtout, c'est la pierre angulaire de l'économie tunisienne. Au niveau du développement des autres secteurs, le tourisme a un effet d'entraînement, un effet levier sur l'agriculture, sur l'industrie, sur tous les secteurs. Il faut alimenter. Le bâtiment. Bah oui. Et donc, le secteur du tourisme, des locaux, tout ça. Il a des répercussions directes et indirectes. Donc, ce qui est direct, c'est 7% du PIB, environ 600 000 emplois directs jusqu'à 2010, avant la révolution tunisienne. En comptant 5 personnes, on va dire, derrière chaque poste d'emploi, vivant de chaque poste d'emploi, c'est tout de suite 3 millions de personnes qui vivent directement du tourisme. Et si on prend les secteurs annexes qui vivent du tourisme, comme l'artisanat et tous les autres secteurs de l'économie, on arrive facilement à 15-16% du PIB en Tunisie, avec pas moins de 4 millions, 4,5 millions de personnes qui vivent du tourisme. Et sur combien de population, pour les gens qui nous regardent? Sur une population actuelle d'environ 11,5 millions. Donc c'est pratiquement la moitié de la population. C'est important parce qu'on va revenir, c'est quand même pratiquement la moitié de la population qui vit grâce au tourisme. Tout à fait, plus que ça, parce que les 11,5 millions, ils ne sont pas tous actifs. Donc si on compte sur la population active, ça représente largement plus que la moitié de la population qui vit du tourisme directement ou indirectement. Alors, on y vient parce que c'est l'engagement. Donc ça, c'est avant 2011. Oui. Alors, depuis 2011, qu'est-ce qui se passe en Tunisie, Hakim? Parce que là, le tourisme a baissé. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En 2011, c'est ce qu'on appelle donc le printemps arabe. Chacun lui donne son nom, ou la révolution du jasmin. C'est plus joli, la révolution du jasmin, je trouve. Oui, ça a marché un temps, mais ça après... donne une certaine odeur... malheureusement qu'il n'y a pas eu par la suite. Voilà. Donc on est vite revenu sur cette appellation, parce que malheureusement on a déchanté ce qui devait être un élan spontané populaire pour demander plus de liberté, de dignité, plus de travail. Ça a été accaparé par des politiciens, des gens qui font de la politique et qui ont privilégié leurs propres soucis, leurs propres objectifs au détriment de ceux qui ont fait réellement la révolution. Donc il y a une période, on va dire, transitoire en Tunisie, de transition après le départ de Ben Ali, qui est assez difficile à vivre pour les Tunisiens. Et voilà, donc ça manque de stabilité, et ça a laissé un peu une porte ouverte à beaucoup aussi bien d'insuffisance que de dépassement selon les domaines. Donc ça a été une période difficile qui a eu un impact négatif sur le tourisme. Il y a aussi eu, grâce à cette
liberté retrouvée, peut-être un excès de la part de certains mouvements extrémistes qui ont profité de cette donne pour commettre des agressions qui ont fait bien évidemment fuir les touristes qui venaient en Tunisie. Donc le phénomène par la suite, s'est avéré un phénomène dépassant les frontières de la Tunisie, ce problème d'insécurité, de terrorisme, d'extrémisme, donc ça a frappé un peu partout en Europe, en France, en Allemagne, en Angleterre et ailleurs, mais la Tunisie a été l'un des premiers pays cibles, étant vraiment au carrefour des civilisations, la plaque tectonique entre les cultures occidentales, les cultures orientales. La Tunisie est vraiment sur un carrefour et donc elle a été plus exposée et très vite exposée à ces mouvements qui ont eu vraiment un effet très négatif sur le tourisme et par ricochet sur toute l'économie tunisienne. Oui, mais c'est vrai que la Tunisie, on peut saluer aussi quand même que son premier président, Bourguiba, a mis en place un statut de la femme. La nouvelle constitution l'a renforcé d'ailleurs. Oui, oui. Donc effectivement, la Tunisie est un pays progressiste sur ces questions-là, du moins. Le modèle bourguibiste, d'ailleurs, on a fêté samedi le 18e anniversaire du décès du président Bourguiba. Donc on a commémoré ça avec certains amis engagés pour justement les valeurs que représente le modèle de Bourguiba. C'est pas au-delà de la personne elle-même, qui est une personne exceptionnelle, reconnue et respectée de par le monde. Bourguiba est reconnu par tous, mais c'est son modèle, le modèle qu'il a voulu pour la Tunisie après le protectorat français. D'abord, il y a eu la proclamation de la République qui a pris la suite du système beylical qui est plutôt d'allégeance à l'origine ottomane. Par la suite, en 1881, donc, il y a eu le protectorat français. Et en 1956, l'indépendance de la Tunisie. Et en 1957, il y a eu la proclamation de la première République en Tunisie avec Habib Bourguiba comme président. Et Bourguiba donc, a voulu que la Tunisie soit un pays ouvert, progressiste, qui respecte le droit des minorités et qui respecte aussi, moi ce que j'aime bien dans le modèle de Bourguiba, et c'est un modèle qui gagnerait vraiment à se faire connaître davantage, c'est un modèle qui respecte l'histoire sans en faire vraiment un frein pour bloquer le développement. C'est-à-dire, c'est un système qui est basé sur le respect de l'autre, de sa culture, quelle qu'il soit, de quelque origine qu'il soit, de quelque croyance qu'il soit. Du moment qu'il est dans le pays, il est avant tout et après tout tunisien. Donc on va se respecter, je vais respecter tes croyances, tes parents, tes origines, mais ce n'est pas le fait majeur. À la limite, ça c'est personnel, ça concerne la personne. On vit dans le respect, mais on se tourne plutôt vers l'avenir et l'avenir de nos enfants. Que je sois d'origine arabe, européen, berbère ou autre, c'est très bien. On se respecte, c'est ok, mais à la limite, ça peut être secondaire par rapport au projet, le projet pour l'avenir, pour la société de l'avenir, autour d'un drapeau, pour vraiment l'avenir de nos enfants au sens large, nos enfants communs. C'est ce qu'a voulu faire Bourguiba, donc, et pour ce faire, il faut un pays ouvert, laïque, et qui respecte aussi les religions, les cultures et les origines. Et ça, c'est le modèle de Bourguiba, et il a continué à faire progresser les droits de la femme. Donc il n'était pas lui-même l'initiateur d'origine, il y a eu Tahar Hadid avant lui, il y a eu beaucoup de personnalités avant Bourguiba qui ont fait beaucoup de travail pour l'émancipation de la femme tunisienne, mais ce qui est important, c'est que Bourguiba a confirmé et a fait une avancée sérieuse au niveau des droits de la femme, et la proclamation du statut de la femme. Et aussi, un autre facteur qui est propre à Bourguiba, c'est d'avoir généralisé l'alphabétisation, l'accès au savoir, l'accès aux sciences, et ça a fait des Tunisiens des gens qui ont eu accès à l'éducation
un peu partout dans le pays. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit à Bourguiba et à son modèle. Donc aujourd'hui, le bourguibisme, contrairement à ce que beaucoup pourraient être amenés à penser, le bourguibisme ne peut pas mourir parce que c'est un état d'esprit autour de certaines valeurs. Des valeurs qui sont universelles, qui peuvent être valables en Tunisie et ailleurs. Alors, moi qui suis ton voisin, Hakim d'origine, d'Algérie, nous, l'Algérie doit beaucoup à Bourguiba, puisqu'il a beaucoup contribué à aider l'Algérie lors de sa guerre d'indépendance. Moi, je dirais Bourguiba et je dirais les Tunisiens. Moi, je me souviens à Kélibia, justement, après l'indépendance de l'Algérie, tous les ans, nous avions des visites d'Algériens qui venaient voir nos parents et nos grands-parents à titre amical pour les remercier de leur soutien pendant la résistance et pendant la guerre d'Algérie. Et les Algériens, comme tu le sais, se sont beaucoup retranchés à Tunis et dans d'autres villes de la Tunisie pour repartir. Et, oui, Ouedsouf, à la frontière tunisienne à 40 km de Tozeur et tout ça, était un des points de passage justement. Et puis, il ne faut pas oublier que le sang tunisien-algérien a été malheureusement mélangé à Sakiet dans les événements de Sakiet-Zit, sur la frontière entre la Tunisie et l'Algérie, où l'armée française avait bombardé aveuglément, sans discernation et sans distinction, la population, toute la population qui se trouvait là-bas. Donc les relations entre l'Algérie et la Tunisie de fraternité et d'amitié ne datent pas d'hier. C'est vraiment quelque chose de sérieux et de profond. Non, parce que je précisais, comme on parlait de Bourguiba, de cette histoire. Alors donc aujourd'hui, justement, en parlant des choses profondes, je pense que l'avenir de la Tunisie nous concerne tous, qu'on soit tunisien, algérien, mais au-delà européen, puisque se joue dans cette partie du monde des enjeux démocratiques, la possibilité de faire en sorte qu'effectivement on puisse avancer, aller vers le progrès. Tout à fait. Comme je disais, premièrement, la Tunisie est la plaque tectonique entre les cultures occidentales et orientales, premièrement, donc elle est très exposée. Et aujourd'hui, c'est un laboratoire pour tout le monde. Si la Tunisie bascule demain dans l'échec et dans l'extrémisme, personne n'en sortira grandi. Ce sera un échec pour l'Afrique du Nord, pour les pays de l'Afrique du Nord, pour l'Europe, et ce sera une catastrophe pour tout le monde. Donc cette expérience tunisienne aujourd'hui qui s'ouvre pour la démocratie est à soutenir, et c'est ce que nous faisons. Et donc de toutes nos forces, on fait blocage, on fait front à tous ceux qui veulent atteindre cette jeune démocratie, et donc y compris, et pour commencer, par le facteur économique, parce que quand on affaiblit économiquement un pays, un État... Ah oui, mais il y a plus, si le peuple ne mange pas et n'avance pas... Voilà, donc là on peut l'attaquer sur d'autres fronts, et en fait, ce qui est un petit peu dangereux, c'est qu'en Tunisie, ce qui est ciblé, c'est le modèle, justement, le modèle sociétal qui est ouvert, qui est orienté vers l'ouverture et vers la tolérance. C'est ce modèle-là qui est ciblé. Et donc c'est une question qui concerne non seulement les Tunisiens, mais aussi tous les pays qui aspirent à défendre ces mêmes valeurs. Donc ce sont des valeurs universelles. Oui, parce que moi, je te vais beaucoup actif, notamment avec les copains qui veulent développer dans la région de Gabès, au-dessus de Tozeur, notamment par rapport au tourisme, en essayant de relancer parce que derrière ça, effectivement, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui gagnent de l'argent, mais derrière tout ça, c'est toute une économie d'un pays qui est mise en place, et cette économie doit contribuer à cet essor ou ce progrès. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ensemble, ou qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens pour que justement ton engagement soit suivi là-dessus ? Moi, je suis ravi d'abord, et je le dis, c'est pas par complaisance, c'est que les gens ne m'ont pas attendu d'abord pour tendre la main à la Tunisie, et je donne un chiffre qui parlera de lui-même. Nous avons 2,5 millions d'Algériens qui sont venus spontanément en Tunisie remplacer tous
tout le tourisme des marchés classiques européens qui ont fui la Tunisie à cause des problèmes d'insécurité. Donc les Algériens ont vraiment été là et continuent à venir en Tunisie pour passer leurs vacances en Tunisie, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un acte de solidarité fort qui a permis à l'hôtellerie tunisienne, et à l'économie tunisienne de tenir tant bien que mal jusque-là. Ça c'est extraordinaire. Et puis il faut maintenant, je vais peut-être basculer sur le côté macroéconomique des choses, parce que depuis 2011 la révolution, il y a ce vide au niveau politique, avec de têtes nouvelles au niveau de la politique qui, comme je disais tout à l'heure, ne sont pas forcément très intéressés par le fait économique. Donc ils ont leurs propres soucis, leurs propres souffrances peut-être, leurs propres déséquilibres, tout ce qu'ils ont vécu, que le peuple tunisien ignore le plus souvent, parce que la population tunisienne n'a jamais contribué, ni de près ni de loin, à emprisonner qui que ce soit ou à... Tout à fait. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, le peuple tunisien découvre cette phase politique qui concerne la Tunisie. En tout cas, le fait économique a été délaissé pendant les 6-7 ans, après le départ de Ben Ali. Et ce qui est important en Tunisie, c'est que l'organisation de l'économie a été faite depuis surtout 1995 en partenariat, comme tu le sais, avec l'Europe, dans le cadre du processus de Barcelone. Donc avec une organisation de tous les secteurs de l'économie en partenariat avec non seulement l'Europe, mais aussi le FMI, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'OMC, toutes ces institutions internationales qui ont aidé la Tunisie ou qui ont accompagné la Tunisie dans ce développement. Alors le développement, aujourd'hui, il a donné ses résultats. Tout n'est pas rose, tout n'est pas non plus négatif au niveau de cette expérience de développement. Il y a beaucoup de chômage de jeunes en 2010, et c'est ce qui a amené cette révolte un peu de la jeunesse qui réclamait plus de dignité avec un accès à l'emploi, et puis peut-être aussi et certainement un développement régional, bien évidemment, légitime, bien évidemment, des demandes qui sont légitimes, des attentes légitimes. Donc ça, c'est un échec en fait au niveau de ce partenariat avec l'Europe. Et puis la deuxième partie, c'est celle qui concerne le développement régional. Donc peut-être le développement n'a pas été équitable au niveau régional. Donc il a laissé faire un peu l'élan capitaliste instantané. Il n'y a pas eu de régulation comme on faisait dans le temps dans l'économie keynésienne, où l'État intervenait un petit peu pour réguler et être équitable, pour rendre de l'équité entre les territoires. C'est lui qui est le garant. Tout à fait, l'État n'a pas joué ce rôle-là, et puis le modèle de développement qui a été peut-être vu avec nos amis de Bruxelles, il est peut-être à revoir. Donc c'est une bonne occasion, cette occasion de révolte tunisienne, de mettre à plat ce modèle de développement économique pour voir qu'est-ce qui a marché, pour l'améliorer davantage, et puis surtout pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, pour essayer un peu de revenir sur un modèle qui soit équitable et qui permette aux gens de vivre dans la paix, parce que les accords de Barcelone avaient 3 objectifs. Il y a un objectif de développement économique, un objectif de mise à niveau et de développement social, et le troisième, c'est l'objectif sécuritaire. Donc au niveau économique, avec un taux de chômage des jeunes de l'ordre de 20%, c'est énorme pour la Tunisie, donc ça ne va pas, il faut revoir les choses. Au niveau du développement social, il y a des régions qui sont délaissées, donc au niveau, c'est pas équitable, c'est pas géographiquement et régionalement équitable. Et au niveau sécuritaire, c'est un fiasco total, puisque autant les Européens, ils ont avancé leurs frontières en la mettant en Afrique du Nord, puisque tous les contrôles se font, les octrois de visa, etc. en Afrique du Nord. Bon, mais ils ont peut-être oublié à penser à la sécurité même de la Tunisie, parce que quand la Tunisie a été inquiétée par les mouvements extrémistes venant pour la plupart après la chute de Kadhafi de Libye,
Là où on devait apporter la démocratie, on a déstabilisé complètement un territoire encore plus. Oui, mais cet objectif sécuritaire, donc l'Europe qui est partenaire de la Tunisie, à mon sens, n'a pas joué son rôle pour venir justement atteindre le minimum des objectifs. Parce que le Tunisien a été inquiété au niveau de ses biens, au niveau des personnes, au niveau de la nation même, au niveau de l'existence de l'État, de l'intégrité presque touchée, oui. Totalement. Et donc c'est un échec total. Et aujourd'hui, moi, je ne vois pas ce dossier pris au sérieux au niveau de l'Europe, qui peut-être est plus présente pour classer la Tunisie en tant que pays paradis fiscal ou en tant que pays exposé au blanchiment d'argent, etc. Mais on ne voit pas que le dossier de la sécurité ou le dossier de l'économie soit pris sérieusement pour voir ce qu'on peut faire en tant que partenaire. Sinon, il faudrait dénoncer le partenariat. Donc il faut faire le bilan de ce partenariat. Ou on le dénonce, on dit non, ça ne nous intéresse pas, et on passe à autre chose. On fait un autre partenariat avec d'autres pays et d'autres régions peut-être. Peut-être pourquoi pas refaire partir le projet d'Afrique du Nord avec l'Algérie, le Maroc, avec peut-être la Mauritanie, je ne sais pas. Mais... Enfin, la Libye, ce qu'il en reste, quoi. En attendant, j'ai pas cité la Libye, je sais parce que c'est pour en ça attendant que la Libye revienne dans le jeu, parce que c'est les gens ont besoin de stabilité aujourd'hui. Aujourd'hui, la Tunisie, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui quand même, pour ceux qui nous regardent, on peut y aller en vacances en Tunisie. Les Tunisiens font de gros efforts et on va les inviter d'ailleurs à y aller, parce que c'est comme ça qu'on va aider la Tunisie à sortir, pour avoir des moyens pour justement travailler dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Europe et les Occidentaux ne sont pas très présents en matière de sécurité en Tunisie. En tout cas, aujourd'hui, il y a eu quand même 7 ans qui sont passés depuis la Révolution. Il y a eu des problèmes à un certain moment au niveau de la sécurité, mais aujourd'hui, d'énormes progrès ont été faits au niveau de la sécurité. Donc, on revient de loin. D'abord, la frontière avec la Libye a été sécurisée. Ça a pris 3-4 ans. Beaucoup d'investissements de la part des Tunisiens qui se sont endettés quand même d'une façon incroyable. Incroyable, tout à fait. Le taux d'endettement est passé à 60% de PIB, voire il va aller avec la dévaluation, il va aller à 70%. Ce qui est énorme pour un pays. En partant de 40%. C'est ça, je voulais expliquer aux gens. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Ils ont presque doublé tout ça pour régler des problèmes de sécurité. Et permettre à ce que les gens puissent venir en Tunisie. Et pour permettre à l'économie de repartir et aux gens de revenir en Tunisie. Ça, c'est un mauvais quart d'heure qui a été passé par les Tunisiens. J'espère c'est derrière. Donc la Tunisie est bien sécurisée, les gens peuvent retourner. Et d'ailleurs là, on vient de finir une participation au Salon des seniors où on constate là encore une fois un retour des Français vers la destination tunisienne. Là, le tourisme repart, les gens repartent en Tunisie, parce que d'abord, la Tunisie a fait d'énormes progrès au niveau de la sécurité, mais aussi les gens ont compris que ce n'est pas un phénomène propre à la Tunisie, et que cette insécurité, on n'est pas plus en insécurité en Tunisie qu'ailleurs. Et encore, peut-être, on est beaucoup mieux, on est beaucoup plus en sécurité en Tunisie qu'ailleurs. Malheureusement, il y a eu 6 fois plus de victimes en France qu'en Tunisie depuis 2011. On le déplore, il n'y a pas de quoi... C'est pas un concours, mais c'est pour dire aux gens qui nous regardent que, contrairement aux idées reçues, qui pourraient véhiculer qu'on veuille choisir une autre destination qu'en Tunisie pour partir en vacances, on peut y aller, et puis en même temps, en allant en Tunisie, on contribue aussi à ce développement, on contribue aussi à ce que cette révolution du jasmin le devienne réellement, que les gens au moins aient cette odeur subtile du jasmin, que les Tunisiens profitent aussi de ce jasmin. Exactement. Donc aujourd'hui, on est en train de continuer à travailler dans ce sens-là, de consolider un peu ce retour au niveau du tourisme qui va redonner un peu cette activité à l'économie tunisienne. En plus des Algériens d'Algérie, nous nous adressons à tous les Algériens de la diaspora qui peuvent aussi aider en allant en Tunisie pour aider ce pays à consolider cette expérience et cette ouverture vers la démocratie et de passer cette période de transition et de commencer à récolter les retombées positives de cette révolution tunisienne. On reste très optimiste. J'espère qu'on est
au bout du tunnel au niveau de la Tunisie. Là où, compte tenu de ce qu'on disait tout à l'heure, de l'endettement, la Tunisie passe en 2018, peut-être voire même 2019, par des années au niveau de la loi de finances un peu difficile, compte tenu des remboursements que la Tunisie va devoir faire. Mais je pense qu'avec la reprise de l'économie, les années qui vont suivre vont être meilleures pour les Tunisiens. Hakim Tounsi, merci d'être venu nous expliquer tout ça. Merci. Je pense que les gens qui vont regarder vont apprécier, mieux connaître la Tunisie. Donc on vous donne rendez-vous cet été en Tunisie. Nous, on essaiera de venir en juin après le Ramadan avec un petit groupe, parce qu'il faut aussi donner l'exemple. J'irai pour montrer que la Tunisie est un beau pays avec quelques reportages. Donc en tous les cas, merci. Merci à toi, Akli. Et nous, on se quitte donc et on va se retrouver bien sûr lundi prochain à 21h avec un nouvel invité. En tous les cas, merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée en famille ou entre amis. N'oubliez pas, solidarité, c'est le maître mot, ne jamais en déroger. Bonne soirée à vous toutes et tous. Bonne soirée, merci beaucoup.